Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un tout nouveau concept, le podcast Brasero. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Georges Ospier. Salut Georges. Salut Mika, ça va. Je m'appelle Georges Ospier, j'ai 38 ans. Georges, combien de pays tu as fait? Là, on a fait 9 pays. Ouais. 9 pays en 2 mois seulement. Tout de suite, on est tombé à 4 degrés, on a eu des rafales de vent à 140 km/h, on a essuyé des tempêtes, on a essuyé pas mal de choses qui étaient assez difficiles pour la cellule et pour nous. Et en fait, avec un petit système de pliage, on a pu se dire, ok, les chaises, elles vont passer ici, les plaques de désensablage, elles vont aller là, le bidon, il va aller là sur le côté, l'autre bidon pour le gasoil, il va aller de ce côté-là. Et en fin de compte, en un week-end, on a réussi à modifier la cellule et faire en sorte qu'on gagne en place et en rangement en fait à l'intérieur. Salut Georges. Salut Mika, ça va. Bon alors Georges, peux-tu me parler de toi un peu? Donc tu t'appelles Georges Ospier, ton métier, ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Donc, je m'appelle Georges Ospier, j'ai 38 ans et à la base je suis métallier, métallier soudeur et ma passion c'est le off-road. Super. La moto principalement et après les 4x4. Pour l'instant je suis encore métallier, je m'oriente après vers les métiers de la moto. Et ce qu'on aime, c'est barouder avec toutes sortes d'engins et dont le Tacoma et puis la cellule installée dessus. C'est ça. Depuis 2 mois. Ok, super. Donc, comme tu l'as précisé, tu as un véhicule, donc le Toyota Tacoma, qui est tout à fait rare en France. Ouais. C'est un véhicule basé plus pour l'Amérique. Donc Tacoma, et puis ils ont aussi le Tundra chez Toyota. Ouais, ils font à peu près la même chose. Je crois que Toyota, le Tundra, c'est plus axé sur le Dodge Ram, un peu comme Dodge Ram. C'est ça, un peu comme le GMC, ouais. Voilà, c'est ça. Et le Tacoma, lui, il est beaucoup plus axé sur le off-road, donc qui va rivaliser un peu le F-150 Raptor, peut-être. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce véhicule en question, donc le Tacoma, Ouais. sa conduite, la préparation que tu as fait dessus, donc pour pouvoir effectuer ton fameux voyage dont on va parler par la suite, parce que là, il faut dire que Georges, combien de pays tu as fait? Là, on a fait 9 pays, ouais. 9 pays en 2 mois seulement, donc on va en revenir juste après. Alors, parle-nous un peu du Tacoma. J'ai fait énormément de 4x4 avant de passer sur du pick-up. J'ai eu pas mal de Land Rover, j'ai eu pas mal d'engins motorisés. Et en fait, chercher un véhicule qui soit assez polyvalent, mais qui ait aussi de la performance. Donc je me suis porté vers le marché américain. Ouais. Toyota, ici en Europe, ils ont que le Hilux, malheureusement. C'est ça. Et chercher quelque chose de beaucoup plus gros pour pouvoir, et la semaine, transporter des motos, le week-end, et en même temps pouvoir pallier l'utile et l'agréable, et monter ta cellule dessus, et pouvoir partir un peu plus facilement sur les terrains escarpés, sur différents types de terrains. Mais alors, du coup, pour le Tacoma, si tu peux me faire un peu de précision, parce que moi je sais que le Tacoma, au niveau suspension, c'est ça que je veux parler de ça, parce que le Hilux qui est doté donc de lames directement, fait, ouais. C'était là, il y a des ressorts et des lames, si je ne me trompe pas. Non, il y a des ressorts ou pas? Ouais, il y a des ressorts. Il y a des ressorts et des lames, alors que le Tacoma, lui, est directement sur de la suspension, il n'y a pas de lames. C'est uniquement des lames. Ah, c'est uniquement des lames? Uniquement des lames en amortissement. Il y a deux systèmes d'amortisseurs et en termes de suspension, c'est uniquement des lames qu'il y a dessus. Il n'y a pas d'hélicoïdaux, donc il n'y a pas de ressort à l'arrière. Donc ce qui tassait vachement le véhicule. Les véhicules européens sont plus prévus pour tracter et mettre des charges lourdes à l'arrière, alors qu'à contrario, sur le marché américain, les véhicules comme celui-ci sont plus prévus pour aller faire du off-road, engagé, faire du baja ou ce genre de choses. Ouais. Donc le système d'amortissement, il est vraiment beaucoup plus souple. Pour jouer sur les ponts un peu, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, donc c'est ce qui équivaut un peu aussi donc, au Ford Raptor et au TRX de chez Dodge Ram par exemple. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc là, j'ai dû enlever les suspensions qui étaient d'origine. Le pick-up étant d'origine un petit peu trop mou, étant américain, j'ai dû modifier les suspensions pour pouvoir venir accueillir la cellule à l'arrière, pour éviter de tasser le véhicule et avoir une tenue de route qui était vraiment optimale. Donc là, ce que j'ai fait, je suis passé en amortisseur Fox, avant-arrière. Donc amortisseur plus suspension à l'avant en Fox et à l'arrière uniquement en amortissement. J'ai relifté le véhicule avec un système, ce qu'on appelle Air Ride, donc du coup des amortisseurs pneumatiques que j'ai monté moi. C'était assez compliqué parce qu'en termes de temps, j'avais que 2 mois pour préparer le véhicule et partir jusqu'en Islande. Et je me suis retrouvé à acheter du coup un kit qui est prévu à la base pour le Hilux,
bon, c'est la même marque, mais c'est pas le même châssis, que j'ai adapté moi avec mes connaissances de métallier pour pouvoir faire passer les boudins à l'arrière. J'ai passé les tuyaux et j'ai mis le compresseur sous le capot. Donc c'est toi qui as installé tes propres boudins, toi-même, tout seul. Et en fait, en termes de difficulté, ça représente quoi en fait? Est-ce qu'une personne, j'ai envie de te dire un peu classique, qui n'a pas de base de mécanique, est-ce qu'il peut le faire soi-même? Je pense pas. Honnêtement, ouais, ça devient un peu compliqué. Quelqu'un qui a déjà quelques bases en mécanique et qui comprend le fonctionnement, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai mis 2 heures pour l'installation complète. Okay. Je pense que un amateur qui connaît déjà bien son véhicule et qui touche un tout petit peu à la mécanique peut le monter en 2-3 heures sans trop de problèmes, trop de difficultés. Maintenant, il vaut mieux toujours quand même passer par un spécialiste, histoire d'avoir la garantie et puis d'être sûr d'avoir quelque chose qui tient vraiment à l'arrière, quoi. D'accord, ok. Et donc on verra ça tout à l'heure ensemble au niveau, on mettra des images. Mais en fait ce qu'il a fait un système de boudin à air, donc qui est contrôlable au niveau du siège conducteur sur le côté. Et il y a des touches donc il peut régler en fait la pression d'air côté gauche, sur la roue gauche et sur la roue droite. Vraiment il peut jouer sur les deux comme il veut en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. C'est même beaucoup plus précis, beaucoup plus minutieux, plus précis que le système pneumatique d'origine chez Dodge Ram par exemple. Ouais. En fait, tu ne peux pas forcément choisir si tu veux le mettre un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Tu appuies sur le bouton, il descend, mais les deux simultanément ensemble descendent. Donc, et il remonte de la même manière. Mais ton système, j'ai trouvé vraiment intéressant. Alors, je fais une petite parenthèse. Parce que là, tout à l'heure, tu m'as parlé du Tacoma qui était uniquement en lame. Ça m'a impressionné. Effectivement, je pensais que c'était que de la suspension. Pourquoi je dis ça? Parce que le Jeep Gladiator que nous avons donc ici, en fait, lui, il est doté que de suspension Fox et des ressorts. Donc, quand on a installé la cellule dessus, le machin s'est mis à plat et puis on a essayé de faire on a fait 500 mètres sur une ligne droite. Il y avait un peu de vent et puis on a vu que c'était pas possible de conduire, quoi. Enfin, avec le vent, le machin, il y avait un ballonnement impressionnant. Les suspensions n'étaient pas du tout opérationnelles parce qu'ils étaient complètement à plat. Ouais. Donc on a compris que effectivement sur le Jeep Gladiator, il fallait faire une réhausse de suspension. Ensuite, il fallait renforcer. Donc déjà, il fallait mettre des barres stabilisatrices obligatoirement parce qu'en fait, les ballonnements, c'est juste incroyable. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse là-dessus en plus? Donc, du coup, les boudins à air, alors peut-être pour garder la hauteur, ouais. la hauteur des suspensions. Ça te permettrait de vraiment lifter le véhicule, d'éviter le tassement à l'arrière. Ouais. Là, tu es sur une monte sur ton Gladiator beaucoup plus large en fait en termes de pneus, ce qui fait qu'il faut surgonfler un peu les pneus sur route pour éviter d'avoir cet effet droite-gauche en fait de ballottement, ouais. Et pour éviter que ce soit tes pneus qui fassent en fin de compte ta suspension. Donc là, effectivement, ça se pose le cas de mettre des boudins pneumatiques en plus des amortisseurs, sachant que les boudins pneumatiques, quand ils sont dégonflés au maximum, ils sont prévus pour ne plus avoir d'effet en fait à l'arrière. Donc tu pourrais très bien garder ton véhicule comme il est là, en ayant les boudins complètement dégonflés et de rouler tous les jours de la même façon que ce que tu roulerais avec la cellule. D'accord, ok. Bon. Ça permet un bon liftage aussi, ça nous a sauvé pas mal de fois sur les campings où tu as des terrains un petit peu en devers, etc. Ça te permet de dégonfler droite-gauche et de mettre la cellule vraiment de niveau et super à plat. Du coup, tu n'as même plus besoin de cale en fait. De temps en temps, tu as quand même besoin de cale, ça dépend des terrains. mais ouais. C'est énorme. C'est énorme. Est-ce que tu as une marque précisément à dire, la marque que tu as utilisée pour les boudins, c'est quoi? C'est ProLift. Donc, ouais, c'est okay. ProLift. Moi, c'est vraiment un cas particulier parce que j'ai fait de l'adaptatif en passant d'un kit pour un Hilux à environ 1000 € que j'ai adapté pour le pick-up parce que j'étais vraiment pris par le temps et malheureusement, sur ces véhicules-là, il faut tout commander aux États-Unis et tu n'as pas de pièces en stock sur les revendeurs qui sont en Europe. Donc, les Tacoma qui sont hyper rares en France. Ouais. Les Dodge Ram, on en retrouve maintenant dans tous les coins de rue. Les Ford F-150, on en retrouve de partout. Mais les Tacoma, c'est hyper rare. Ouais. On voit des Tundra, mais pas de Tacoma. Ouais. Le Tundra, il est beaucoup plus large, beaucoup plus carré, beaucoup plus lourd et beaucoup plus bas. Moi, ce que je voulais, c'était un gros Hilux bodybuildé. Donc, en gros, je suis tombé à pic avec celui-là puisque je garde la taille, le format d'un pick-up, on va dire traditionnel européen. Et en même temps, j'ai toute la technologie et toute la puissance d'un US. En parlant de Hilux bodybuildé, parce qu'aujourd'hui, ils font le GR aussi, Hilux GR Sport. Donc effectivement, c'est un kit bodybuildé, mais ça reste de l'Elite 8 de Toyota, donc qui est bien connu. Un peu comme les Invincibles aussi, qui proposent de l'Elite 8. Mais en fin de compte, je sais, il faudra qu'on se renseigne là-dessus, mais je vois pas ce qui change par rapport au Hilux, mis à part le kit bodybuildé un peu, et puis une face avant qui est un peu plus jolie et plus agressif.
Je sais pas si ça change au niveau des Je suspensions. suis pas hyper renseigné sur celui-là, mais de mémoire, Toyota GR, généralement, ils changent l'admission d'air, ils changent la filtration. En gros, ils te vendent un kit à peu près stage 1 avec la finition intérieure et extérieure. Donc du coup, le kit bodybuildé comme tu en parles, mais version un petit peu plus costaud, un peu plus musclé. Maintenant, tu restes sur la même motorisation et tu gagnes juste quelques chevaux en plus. Ouais, c'est ça. Donc autant prendre le Tacoma, quoi. Vraiment, si on peut, autant prendre le Tacoma, mais ça vaut forcément le coup de faire un import. Si on peut, parce que le GR, là, il est proposé à 60, 70 000 euros, 80 000 euros. Ouais, avec le malus qui va avec. Ouais, 80 000 euros, donc excuse-moi, mais Tacoma, il vaut moins cher que d'habitude. Quand tu l'importes des États-Unis, il vaut moins cher. On arrive à trouver des Tacoma de temps en temps sur le bon coin, il y en a un ou deux qui traînent. Il faut vraiment sauter dessus, mais sinon aux alentours des 50-60 000 euros suivant le kilométrage. Ouais, donc c'est beaucoup moins cher qu'un GR. Ouais, et c'est beaucoup plus avantageux parce qu'on a plus de chevaux déjà. Rien que par rapport aux chevaux, il vaut mieux prendre un Tacoma, quoi. Ok, super pour cette première partie. Maintenant, on va commencer à rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, on voyage, l'Islande et les 9 pays en question que tu as réussi à effectuer en 2 mois seulement. C'est énorme. Mais avant tout, j'ai un petit creux là, pas toi? Ouais, si, moi aussi. Parce que toi, le concept, c'est podcast bras zéro, mais le bras zéro, c'est juste pour faire des flammes, c'est pas intéressant. C'est ça. On va commencer à faire cuire nos saucisses, nos poulets. On va remettre tout ça et puis on va se régaler un peu. On fait comme ça. Quoi? Belle interview. Sympa, Georges. C'est un peu ça, c'est un produit d'importation. C'est un bon goût, c'est pas mal. Ça, ce que vous voyez là, ici, là, ça c'est du piment de Turquie, ça. Ça c'est ma maman qui me les a envoyés, tu vois. Et je peux te dire que déjà ça pique énormément. Et Georges tout à l'heure, il m'a dit ouais, j'en veux un. J'ai dit oh, arrête, vas-y doucement. J'y croyais pas. T'en as mangé combien? T'en as mangé 3 déjà? 2. Tiens, celle-là c'est la 3e. Pour vous dire que c'est vrai et c'est pas faux. Et je lui ai posé la question, je dis. Là c'est sans pain, J'ai dit Georges, est-ce que t'es un Français pur souche ou t'es un peu croisé quand même sur les bords? Il m'a dit non, ça fait depuis combien de siècles que t'es français? Ça fait depuis 1600, les années 1600. On reste en France et qu'on n'a pas bougé de France. Un pur souche. Alors Georges, donc cet été tu as fait l'Islande. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'Islande? Alors les pistes que tu as pris, enfin la difficulté des pistes, est-ce que c'est ouvert aux pistes? Est-ce qu'on peut faire du off-road? Comment ça se passe l'Islande exactement? Est-ce que c'est plus de la route? Est-ce que c'est plus dédié à du van? Enfin, est-ce que c'est accessible à du van et à du camping-car? Ou c'est beaucoup plus accessible justement, enfin moins accessible à ce genre de véhicule, à ce genre de déplacement, et plutôt accessible à des 4x4 ou des pick-up? Donc, est-ce que tu pourrais me parler un peu de l'Islande? En fait, on s'est porté sur l'Islande parce que là-bas, il y a des possibilités qu'on n'a pas sur d'autres pays. Par exemple, l'Islande, tout autour, il y a la route 1 qui est goudronnée, qui est parfaite pour faire le tour. Il y a beaucoup de camping-caristes, beaucoup de caravaning qui utilisent ces pistes-là. Et en fait, l'Islande permet du mois de mai jusqu'au mois de septembre d'ouvrir en fait ce qu'on appelle les routes F, qui sont des routes qui sont pas réellement des routes, qui sont des pistes. Et en fait, ces pistes-là sont ouvertes à tout le monde. Elles sont entretenues, le off-road étant interdit là-bas, comme le camping sauvage. C'est extrêmement bien fait. Il faut suivre en fait les traces qui te sont données. Il faut regarder sur une application si les pistes sont plus ou moins ouvertes en fonction des hauteurs des gués. Et donc en fait c'est le terrain de jeu parfait en fait pour mélanger off-road et sécurité en même temps. Alors, tu me disais que les pistes, elles étaient renouvelées chaque année, c'est ça en fait? Des grosses dameuses qui ouvrent les pistes? Ouais, en fait, les pistes sont cartographiées, elles sont pas au mètre près, mais chaque année, en fait, après, comme là-bas, ils ont énormément de neige et ils ont un blizzard qui est terrible l'hiver, en fait, chaque année, avant la réouverture, il y a des gros bulldozers et des gros 4x4 qui passent pour dire si la piste a été dégradée, si c'est praticable. Donc les bulldozers repassent dessus et en fait te créent une espèce de goulotte, une trace dans laquelle tu n'es pas censé sortir, puisque là-bas ils respectent à fond la biodiversité, la nature. Il ne faut pas mettre tes roues dans l'herbe, etc., pas écraser la mousse. Beaucoup de choses ont été détruites là-bas et c'est très difficile pour les plantations de pousser là-bas. Donc tout ce qui est off-road est vraiment banni et interdit. C'est vraiment très regardé par les rangers. Mais par contre, en contrepartie, ils ont implanté énormément de camping, même au fin fond du Land Madalogar. Ce qu'on a traversé, c'est une zone, un no man's land pas possible, où en fait
boîte où il n'y a rien qui vit, il n'y a rien qui est... c'est vraiment hyper sauvage. Et en fait, même là-bas, ils arrivent à te faire des aires de camping où tu as un petit peu d'eau, pas toujours chaude, tu as un petit peu d'eau, tu as une aire pour pouvoir mettre ta cellule, mettre ton pick-up et planter ta tente en toute sécurité. Et ils arrivent comme ça à parquer les gens pour éviter que ça s'éparpille un peu n'importe où et que tu dégrades en fin de compte la nature là-bas qui a vraiment du mal à reprendre. Donc, ok, ouais, donc le camping sauvage interdit, mais par contre, ils ont quand même instauré et puis mis en place en fait des campings en plein milieu de nulle part pour dire que voilà. Pas besoin de réserver les campings, ça c'est vraiment un truc typique d'Islande, c'est qu'en fonction de l'heure qu'il est, sachant qu'en fait au mois de juillet c'est le soleil de minuit, donc en fait il fait vraiment jour presque toute la journée, il n'y a que 2 petites heures où ça commence à se coucher, mais en gros tu restes sur un coucher de soleil qui est quasiment constant, et en fait ça te permet de rouler un peu plus loin et d'aller de choisir ton camping où tu veux aller. Tu n'es pas obligé de réserver, il suffit juste de te pointer, planter la tente, et de toute façon le matin au petit matin, quelqu'un va passer, et ils sont super bien équipés avec un TPE pour te faire payer la nuit de camping et puis ton stationnement. Mais en règle générale, c'est pas si cher que ça pour ce que c'est. C'est pas si cher. Voilà. Est-ce que c'est surbondé de personnes? C'est-à-dire est-ce qu'il y a une surcharge de personnes sur le camping? Alors tout autour du ring, oui, effectivement, c'est pas mal surchargé. Ça devient de plus en plus à la mode. C'est vachement instagrammable, l'Islande. Il y a beaucoup de cars d'étrangers, il y a beaucoup de gens qui sont en hôtel, il y a beaucoup de gens de véhicules de location qu'on croise. Mais il y a des parties qui restent quand même vachement beaucoup plus sauvages et des parties notamment où il faut avoir des véhicules avec une garde au sol comme celui-ci pour pouvoir franchir les gués, pouvoir aller se mettre à des positions où en fait avec une voiture lambda tu pourrais pas aller. Donc de toute manière ça fait un peu le tri si tu veux sélectif de qui va où et comment. D'accord, je comprends tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui nous notre clientèle en France elle opte plus sur des véhicules, enfin sur des cellules ou des remorques tout terrain comme ce qu'on propose aujourd'hui au sein de CamperX, parce que en fait justement on a cette contrainte du camping en France. C'est-à-dire que quand tu veux partir à la dernière minute ou quand tu veux partir en pleine saison, ton camping, il faut que tu le réserves au minimum 2-3 semaines à l'avance. Minimum, c'est le minimum. Donc tu vois, il y a une surcharge. Les campings, il n'y en a pas assez. Donc du coup, quand tu es camping-cariste, tu finis soit sur une aire d'autoroute, soit dans un aire de camping. Et quand tu es un peu, donc tu voyages un peu en 4x4, et que tu as la volonté de prendre un camping, tu n'as pas de place, donc tu finis dans un spot, tu finis dans une forêt. Donc voilà, c'est toutes ces contraintes-là qui font qu'aujourd'hui on est plus axé sur du camping sauvage que sur du camping en fait traditionnel qu'on pourrait retrouver. Mais alors, tu vois, l'Islande, c'est peut-être aussi parce ils brassent un peu moins de monde, ils ont un peu moins de population que celle de la France aussi, donc ils font qu'ils peuvent se permettre d'avoir des campings en plein milieu de nulle part et bien gérer ça. Mais aujourd'hui, en fait, nous en France, on est surchargés. Les campings sont surchargés. Il n'y a pas assez de camping pour tout le monde en fait. Donc on est obligé de faire un peu de camping sauvage. Enfin, entre parenthèses, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller non plus abuser. Enfin, on va se positionner dans un endroit un peu toléré, on va dire en quelque sorte, sur des pistes forestières ou sur des pistes agricoles, tout en étant sur les terres de certains. Généralement, c'est des terres qui appartiennent à des agriculteurs. Donc si on est plus ou moins bien éduqué, on va aller demander la permission aux paysans du coin pour passer une nuit. Sinon, voilà, on va essayer de se... Non, là, tu retrouveras vraiment un camping tous les 10 km quasiment, avec minimum l'électricité. Souvent, tu as l'électricité et les commodités. Eux, ils préfèrent faire ça, c'est ça, sans réserver. Tu te pointes, peu importe l'heure du jour et de la nuit, tu arrives, tu plantes, et tu demandes si tu as l'électricité et les bornes sont accessibles. Au petit matin, quelqu'un passe et te dit, voilà, vous étiez combien, vous avez pris combien, et puis en fait, ça passe, c'est carrément sur le bon vouloir et le volontariat en fait, des gens de dire de payer. Il y a des gens qui reskient, mais c'est pas par rapport à ce que tu vois et la vie islandaise qui est là-bas. Il vaut mieux respecter la chose et payer honnêtement son camping et puis avoir la sécurité dans un endroit safe. Ça permet aussi de retrouver des groupes, des gens. C'est-à-dire que nous, on a rencontré des gens qui étaient sur le bateau, qu'ensuite on a retrouvé sur les pistes et qu'on a retrouvé dans certains campings. Ça permet aussi, comme nous, j'ai ma petite fille qui est venue avec moi qui avait 7 ans, et en fait ça lui permettait le soir d'avoir des jeux parfois et d'avoir aussi des camarades. Donc en fait elle retrouve
retrouvé des copains et des copines qu'on avait recroisés sur le bateau, etc. Et donc du coup, il y a une vie sociale qui se crée autour des campings. Donc eux, c'est vraiment un point de rassemblement qui est vraiment très important. Les Islandais sont vraiment soudés parce que c'est un pays qui est très très rude l'hiver, qui est très très rude l'été aussi. Et en fin de compte, il y a toujours quelque chose à faire en Islande. Donc ces campings, c'est un super moyen, étant voyageur, de se regrouper. Et aussi, par exemple, si tu as une panne, une casse, que tu as quelque chose à partager, que tu as un problème, que ce soit médical ou autre chose, c'est un endroit dans lequel les rangers pourront te retrouver et pourront ensuite en fait faire le nécessaire pour toi, quoi. C'est incroyable ce que tu nous racontes là. Enfin, ça va servir à beaucoup de personnes, je pense, à beaucoup de clients et à beaucoup même d'autres des personnes. Ah, j'espère. C'est un pays qui reste accessible par les routes. Il suffit de prendre le bateau à Hirtshals, donc il faut aller au nord du Danemark. Et après, prendre le bateau, il y a 2 jours de traversée à peu près. Et après, on atterrit sur l'est de l'Islande et là, c'est parti. Énorme. Mais bon, maintenant, l'Islande, c'est une chose. Mais avant d'arriver en Islande, on est d'accord que tu m'as dit que tu avais passé donc 9 pays. Ouais, alors. C'est en cours de route ou est-ce que tu as fait une petite Il y a des pays en cours de route, il y a des pays qu'on a fait à part. Ok, donc il a acheté la cellule, Camper X, donc la Explorer, et en 2 mois, il a réussi à faire 9 pays. Donc là, on va en savoir un peu plus. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment ton tracé, ton roadbook, qu'est-ce que tu as fait? Alors en fait, on t'a acheté la cellule. Il fallait qu'on la customise nous pour nos besoins, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai eu 2 mois en fait pour adapter la cellule à la vie de famille qu'on allait avoir dedans. Sachant qu'on voulait garder le lit avec ma femme tous les deux. J'ai adapté un lit pour ma fille qui est plus petite, donc du coup qui est passé en transversal, etc. Sur les banquettes? C'est ça, tout à fait, ouais. D'accord. Donc avec une planche et puis un matelas adapté pour enfants. Et donc en fait, elle a son petit cocon à elle en bas. Et nous, on a toute la partie vraiment en haut qui nous est vraiment dédiée. Et donc on a adapté tout ça en 2 mois. Et ensuite, on s'est dit, tiens, il faut quand même qu'on fasse un essai parce que l'Islande, c'est cool, mais on va la mettre dans des situations qui sont quand même vachement extrêmes. Tout de suite, on est tombé à 4 degrés, on a eu des rafales de vent à 140 km/h, on a essuyé des tempêtes, on a essuyé pas mal de choses qui étaient assez difficiles pour la cellule et pour nous. Tempête que tu as vécu, donc avec le toit ouvert ou fermé? Toit ouvert. Ouvert, ouais. Il y a des moments. Encore là, le toit est encore là, ouais. Il y a des moments, j'avoue, la nuit, ça servait pas à grand chose, c'était psychologique, mais je m'accrochais et je me réveillais tellement ça se pouvait. Et je m'accrochais à la ridelle sur le bord en me disant putain, j'espère que je vais pas retrouver le toit de l'autre côté. Mais là-bas, on s'y fait très vite. Il y a vraiment des petites astuces comme ça, se mettre face au vent, etc., que les gens t'expliquent un petit peu et ça nous a bien servi. Mais donc on est parti de Haute-Savoie, on est parti déposer notre chien, du coup qu'on pouvait pas emmener malheureusement d'habitude il est avec nous dans les road trips, mais là on l'a déposé chez des amis, donc on est parti d'ici, on est allé dans le nord. Dans le nord, on a fait une petite étape chez nos meilleurs amis et ensuite on est reparti. Donc là après on a traversé Belgique, Hollande, Allemagne, Danemark. Pour arriver jusqu'à là-bas. Ensuite, après, on a pris le bateau, on s'est arrêté aux îles Féroé, voilà, et après, seulement on est arrivé en Islande. Donc ça coche déjà pas mal de cases au niveau des pays. À chaque fois, on a dormi dans un des pays, trouvant un camping sur la route, sympa, et puis avec des jeux pour les enfants, etc. Essayer de vraiment faire une petite coupure pour pas que ce soit que de la route tout du long, quoi, pur et dur. Du coup, on a traversé tous ces pays-là, et donc juste avant de faire ce périple-là, on s'est dit, tiens, on va essayer la cellule. Donc on est parti avec des amis, on est allé notamment en Italie, on est allé en France, on est allé aussi dans les Alpes, c'est chez nous. Donc on a profité un petit peu de faire tout ça. Et c'est comme ça qu'on a pu éprouver la cellule en se disant ok, c'est ça qui nous manque. C'est-à-dire que partir du jour au lendemain avec une cellule qu'on ne connaît pas, malheureusement, enfin je l'avais pas il y a 2 mois avant de venir te la chercher. Et donc du coup il a fallu qu'on s'adapte à elle et qu'elle aussi s'adapte à nous. Donc du coup il y a eu des modifications qui ont été faites. On a apporté nos choses et ces week-ends-là étaient hyper importants avant de faire notre gros road trip parce que c'est grâce à ça qu'on a pu vraiment faire la cellule qui nous correspondait. Oui, juste après, on va voir donc les modifications que Georges a apportées sur la cellule, ce qui est tout à fait énorme, et des modifications que je n'avais encore jamais vues donc, chez nos clients. Et on fera un petit tour juste après au niveau des modifications. Avec plaisir. On a bien parlé de ton voyage donc, en Islande, et j'aimerais rentrer un peu plus dans les modifications que tu as apportées sur la cellule pour pouvoir faire ce voyage. Que ce soit cellule au véhicule, donc au véhicule on en a parlé un peu au début, donc au niveau des suspensions que tu as la modification des suspensions que tu as apportées sur le Tacoma. Donc c'est vrai que je vais faire une petite précision là-dessus parce que le Tacoma c'est un véhicule qui est complètement différent. C'est-à-dire que généralement sur tous les véhicules pick-up européens, on n'a pas forcément besoin de changer la suspension, que sur les Toyota Hilux, que sur le Ford Ranger, que ce soit le Isuzu D-Max.
Là, on n'a pas besoin d'apporter une modification quelconque sur la suspension. Cependant, après, donc, on rentre sur une autre catégorie de pick-up comme les véhicules, les pick-up américains, que ce soit le TRX, que ce soit le Ford Raptor, le Ford F-150 et le Tacoma de chez Toyota, où en fait c'est des suspensions qui sont plus adaptées sur du Baja, on appelle ça du Baja, donc c'est vraiment fait pour du off-road pur et dur, donc chose qu'on ne fait pas en France, qui n'existe pas en France, donc c'est pour ça qu'on a des pick-up qui ne sont pas équipés en termes de suspension pour ça. On a aussi le Jeep, le Gladiator aussi, le Jeep Gladiator, où effectivement il y a des suspensions qui sont faites pour le Baja. Donc tout ça c'est fait pour faire de la piste, c'est fait pour faire du franchissement et de l'off-road pur et dur, mais pas pour porter du poids. C'est pas fait pour transporter du poids sur le pick-up. C'est ça, ouais. Donc à bien faire attention là-dessus. Donc récemment on a eu un client qui avait un TRX, Monsieur Lacomer qui est arrivé avec un TRX, effectivement lui, on avait fait le test, on a mis la cellule dessus, le gros TRX qui s'est abaissé un peu possible. Donc entre temps, le temps de la fabrication de la cellule, lui il a installé des boudins à air comme tu as fait. Ouais. Donc ça lui a permis de relever le pick-up et d'avoir un confort optimal pour pouvoir voyager avec la cellule. Pareil pour un F-150, on a eu le même cas, il fallait mettre des boudins, il a mis les boudins et ça allait nickel. Ouais. Et c'est la même chose pour ton Tacoma. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse au niveau des suspensions pour les pick-up européens et américains, la différence qu'il y a entre les deux. De toute façon, je dis américain, mais le Dodge Ram, nous avons un Dodge Ram en interne à Bazhouse. Le Dodge Ram, il est équipé d'une suspension pneumatique, donc le Dodge Ram Rebel. Et là, il n'y a aucun problème, tout va bien. Mais par contre, si vous prenez le Dodge Ram TRX, qui est la version au-dessus, qui est 100% off-road, alors pas de fumée, et ben là, il faudra mettre les boudins à air. Il faut revoir les suspensions. Donc alors, parle-nous un peu des modifications que tu as apportées sur ta cellule. Ouais, alors la petite spécificité, c'est qu'on partait à 3. Il fallait qu'on parte pour 3 semaines, donc du coup, il fallait de l'emport. Et je ne savais pas où stocker, par exemple, la table, les chaises. Toutes ces choses-là, en fait, qui tu utilises en fin de compte très peu par rapport au nombre d'heures de roulage avec la cellule, mais dont tu as forcément besoin. Oui, donc en fait, je me suis demandé, en faisant le tour avec un ami, il est venu un week-end et on a regardé le tour de la cellule et on a commencé à prendre des cotes, à se dire, attends, la chaise, est-ce qu'on peut, si on la met là, on peut mettre une deuxième ici, on peut en mettre une en transversale, on peut faire comme ci, comme ça. Et en fait, avec un petit système de pliage assez simple, en fait, et quelques codes prises sur la cellule, on a pu se dire, ok, les chaises, elles vont passer ici, les plaques de désensablage, elles vont aller là, le bidon, il va aller là sur le côté, le bidon pour le gasoil, pour le chauffage, il va aller de ce côté-là, et là, ici, on va bouger un petit peu la tonnelle, on va modifier ça. Et en fin de compte, en un week-end, on a réussi à modifier la cellule et faire en sorte qu'on gagne en place et en rangement, en fait, à l'intérieur, pour éviter de marcher sur ses affaires, de tout mettre à l'intérieur en cas de pluie et de se dire, merde, putain, je peux pas évoluer avec la cellule correctement et pas emporter toutes mes affaires. Donc en gros, essayer d'être le plus minimaliste possible, mais d'avoir un maximum d'affaires. D'affaires, ouais. Donc tu as optimisé vraiment tous les recoins au maximum, quoi. Ouais, on a essayé de tirer le meilleur parti, sachant que j'ai pas les coffres les plus larges, j'ai des coffres simples. Et donc à l'intérieur, par exemple du coffre simple qui est réservé au chauffage, donc le coffre qui est gauche côté conducteur. Celui-ci, on a placé par exemple un Ironman que je t'ai acheté, un petit compresseur pour pouvoir dégonfler et regonfler les pneus en cas de problème. Donc là, on l'a fixé pareil. C'était une idée que j'ai pompée sur le groupe Facebook, et c'est une idée qui marche super bien. Et donc en retraçant justement ce groupe Facebook qui est super utile, on voit les petites astuces à droite à gauche que certains ont fait et les petits problèmes qui ont été vite fait résolus. Et donc du coup en se disant bah ça c'est une solution qui me va, allez go, c'est parti quoi. Et ce fameux groupe Facebook de Camper Explorateur, donc là où il y a tous les clients Camper X, en fait Georges il nous a vraiment régalé pendant tout l'été avec toutes ces photos et ces vidéos drones en Islande, c'était juste incroyable. Franchement, à chaque fois que tu postais quelque chose, j'étais là à bouche bée, je disais ah ouais mais c'est énorme. Donc d'ailleurs, au cas où, il poste pas que sur le groupe Camper Explorateur, mais il poste aussi sur sa page Instagram. Donc ta page Instagram, si tu peux nous le citer. Georges. Ouais, donc c'est Georges-Hospier. Et donc mon surnom c'est Taco Joe, donc Tacoma. Taco Joe, et n'hésitez pas à aller faire un petit tour, vous verrez toutes les vidéos d'Islande et puis d'autres vidéos des voyages qu'on fait, que ce soit avec le pick-up et en moto aussi.
On mettra juste en dessous dans la description sa page Instagram, comme ça vous pourrez jeter un coup d'œil aussi. J'ai vu que tu as fait effectivement beaucoup de modifications où tu as apporté ta petite touche de chaudronnerie, enfin voilà, donc soudeur, La métallerie, ouais. la métallerie. Donc t'as fait par exemple juste devant un petit détecteur pour ranger tes chaises à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Ouais. Côté. Donc c'est simplement des tôles pliées qui sont rivetées et collées pour l'étanchéité. Okay. Et ça me permet, en fait, j'ai pris un produit simple, en faire un peu de pub pour Decathlon. Chez Decathlon, on trouve de tout, honnêtement, pour le camping, etc. C'est vraiment, c'est super bien. Donc du coup, je me suis pas pris la tête, j'ai pris 3 chaises identiques Decathlon, mais confort, ce qui prouve que t'es pas obligé d'avoir des chaises ultra pliantes et des petits machins sur lesquels t'es très mal assis. Et on a pris des grandes chaises confort, et en fait, j'en ai une qui est en transversale derrière au niveau du cul de la cellule, et j'ai les deux en fait qui sont de chaque côté qui permettent de ranger ça assez facilement. Magnifique. Et en fait, tout ce que tu as fait, c'est que tu as plié et soudé ou vissé même. J'ai juste popé, j'ai fait un U, voilà, un U popé, collé, et puis ça se glisse à l'intérieur. Donc c'est hyper pratique, c'est vachement rapide pour les ranger et les déranger. C'est vraiment impeccable. Ce qui m'a pas mal aidé aussi, c'est le fait d'avoir rehaussé en fait la cellule. Donc rien de plus simple. Il y a plein de gens qui se prennent la tête, je vois sur le groupe, etc. J'ai juste pris, j'avais acheté chez toi un tapis de 2 cm d'épaisseur en caoutchouc. Donc lui qui est très très important et qui permet vraiment d'isoler et de rehausser la cellule. Exactement. Et ben tout simplement j'en ai racheté un sur Amazon, je l'ai redoublé. Donc en fait j'ai doublé, ce qui me fait arriver à 40 mm de hauteur, et avec ces 40 mm là, ma table passe sur la galerie Slimline de chez Frontrunner. Donc j'ai mis la galerie dessus. Dessus, je peux mettre ma table, et de l'autre côté, j'ai tous mes outils en fait qui sont dans une caisse. Donc en fait, tu vois, rien qu'en faisant quelques petits aménagements comme ça, j'ai tous mes outils qui passent sur le toit et qui m'embêtent clairement pas dans l'intérieur de la cellule. J'ai la table qui rentre très bien, j'ai une nappe et un tapis pour la mécanique qui rentre sur le dessus, mes 3 chaises. Juste en travaillant sur le dessous de la cellule sans rien mettre à l'intérieur. Ça c'est fou, ça c'est quand même incroyable. Et bon après, on précise que lui il a un Tacoma, et les Tacoma c'est pas exactement la même chose que les Hilux ou les Ford. Je crois que ça peut se rapprocher, enfin je pense que la niveau cabine ça se rapproche du Hilux. Mais ouais, c'est un Hilux bodybuildé. L'avantage qu'ils ont chez Frontrunner, c'est qu'en fait, ils ont toute une gamme en fait pour vraiment énormément de véhicules off-road. Et dès qu'on prend des Slimline, elles passent bien en dessous. Et pareil, la rampe de phare que j'ai mis à l'avant, je l'ai montée moi et ça passe nickel. Donc incroyable, d'accord, ok. Voilà. Non, mais c'est super ce que tu as réussi à faire. Franchement, on fera un tour juste après, mais c'est énorme ce que tu as réussi à faire. Comment tu gères le stockage et l'organisation de la cellule? Donc on l'a vu un peu plus ou moins dans ce que tu viens de nous dire, mais le stockage, qu'est-ce que tu as emmené avec toi pendant les vacances, donc pour 2 mois pratiquement? Voilà, tu as emmené quoi avec toi exactement, et où est-ce que tu as stocké la plupart des choses que tu as emmenées avec toi? Donc que ce soit les vêtements, que ce soit le stock de nourriture, que ce soit les accessoires d'off-road, les cordes, etc., enfin, les plaques de désensablage, voilà, tout ça. Alors les plaques de désensablage, je les ai mis de ce côté-là. J'ai fabriqué des pattes de fixation qui sont fixées sur la partie donc fixe de la cellule. Et donc quand on surlève, en fait, les plaques ne bougent pas, et il y a un jeu qui permet d'avoir le joint et la place nécessaire pour pouvoir la descendre. Ça a été un problème qui a été réglé quasiment immédiatement. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 3 grands sacs étanches, un pour chacun de nous, et chacun mettait ses habits à l'intérieur. Et la journée, quand on roulait, on les mettait au pied de la cellule, donc dans la partie basse, ce qui permettait d'avoir accès à, quand on allait dans des spas ou différents endroits, de pouvoir avoir accès au maillot de bain, etc. Et de pouvoir changer assez facilement. Au niveau de la cuisine, du coup, on est parti sur le côté, donc le côté qui est ouvrable, escabotable, avec la cuisine ouverte. Là, on a rangé tout ce qui était ustensiles de cuisine, les épices, tout ce qui était propre à la cuisson en fait. Le compartiment du coffre droit, donc le coffre gauche c'était bien le compresseur plus le chauffage, rien d'autre dedans parce qu'il y a un risque que ça prenne la chaleur avec le chauffage. De l'autre côté on a mis 2 bouteilles de gaz, donc j'avais prévu large, vraiment large, on s'est aperçu en rentrant qu'on n'avait pas utilisé la deuxième, mais ma bouteille de gaz je l'ai couplée en fait pour qu'elle puisse faire et le chauffe-eau qui est installé juste au-dessus et en même temps le gaz. Donc en fait j'ai percé la cloison intérieure de la
cellule pour pouvoir passer les tuyaux et venir me clipper en fait avec un clips rapide directement sur mon camping gaz. Donc du coup, on a pas mal optimisé les intérieurs comme ça en fait. Okay. On a eu une partie qui était pour tout ce qui était hi-fi, donc c'est-à-dire le drone, recharger les cartes SD, etc., les GoPro, le téléphone, etc. le soir. Et on a un super frigo qui est un Weco, donc qui a une grosse capacité, qui fait encore, c'est un frigo à compresseur. Donc c'est pas les frigos qu'on voit à 200 balles sur Amazon, mais c'est un vrai frigo qui fonctionne vraiment comme un frigo congélo. Il fait combien de litres lui? Il fait 30 litres de mémoire. 30 litres, okay. Et avec 30 litres, en fait, sans abuser, c'est le plus dur, quand on a faim, c'est de faire les courses. Et quand on a faim, on achète beaucoup trop. Oui. Et donc là, du coup, ce qu'il fallait, c'était fonctionner raisonnablement et pas comme à la maison, pas prévoir des repas d'avance, mais plutôt de se dire on fait des courses pour 2 jours. Et après, de toute façon, en croisant 2 jours, les stations-service là-bas, comme plein d'autres services, te permettent de faire tes courses assez facilement. Ça reste du basique, mais ça nous a permis d'avoir du frais constamment dans la cellule. Le truc préféré des campeurs, c'est simple, hein, les œufs, du bacon, ce genre de choses, des choses qui se font. Les pâtes aussi. C'est ça. Voilà, donc, pour le petit-déj, petite astuce qui nous a pas mal sorti, j'ai acheté un shaker en fait automatique, shaker pour fabriquer de la pâte à crêpes et à pancake. Donc en fait, tu mets tous tes ingrédients à l'intérieur et tu secoues, ça te fait de la pâte à crêpes. Et ensuite, j'ai acheté une petite poêle qui est divisée en 4 compartiments. Ça me permettait de faire 4 petits pancakes à la minute, comme ça tout de suite. Et le matin, je me réveillais avant tout le monde et puis je faisais des pancakes pour pratiquement presque tout le camping. Donc c'était assez sympa, c'était cool, ça m'a pas pris de temps, il suffisait de mettre les ingrédients dedans. Il y a très peu de vaisselle et en même temps ça se conserve bien, même si on n'a pas fini, on ferme le pot, on le remet dans le frigo et on en a pour le lendemain. Donc c'est toutes les petites choses à essayer et tout ça, je l'ai pas inventé. J'ai été me documenter, j'ai regardé des vidéos de youtubeurs qui étaient partis avec des cellules et en fait à force quand tu vois leur matériel et que tu vois le tien, tu comprends vite ce qui est vraiment indispensable et ce qui ne l'est pas. Et donc du coup ça te permet vraiment de faire ça. Si tu veux embarquer la moitié de la baraque, c'est impossible, tu te marches dessus quoi. Oui, de toute façon, au fur et à mesure du temps, à chaque sortie, tu te rends compte que tu as emporté plus de choses que prévu et que de nécessaire en fait. D'où l'importance de faire ces sorties avant de faire son grand voyage, parce que pendant ces petites sorties, ça nous a permis de dire bah ça en fait je m'en suis pas servi du week-end, je pensais que c'était indispensable et en fin de compte ça l'a pas été. Et c'est pareil pour les fringues aussi. On se rend compte qu'en fait on a toujours plus ou moins les mêmes fringues, au moins sur 2-3 jours, et en fait on peut faire facilement 2-3 partir à la route. On a pris des vêtements, encore une fois, Decathlon, assez simple, qui coûtent pas trop cher, du Forclaz. Assez confortable. C'est hyper confortable, c'est hyper léger, ça sèche super vite. Un coup d'éponge, on a vite fait voilà. Et quand on part un petit peu en baroude, un petit peu comme ça, bah il faut s'attendre à sentir un petit peu comme aujourd'hui le feu de bois et puis avoir de tatouages de gras sur le t-shirt, mais ça c'est pas très grave. Ouais, c'est vrai que ça c'est un peu chiant, effectivement. Le feu de bois, quand on fait un petit feu de bois, feu de camp, on sent la braise quoi, en fait, tout simplement. Hein. Parlant vêtements, je rebondis là-dessus, j'ai monté un filet en fait qui est au plafond. Et le soir, en fait, souvent on se pose la question, c'est-à-dire que nous, il y avait le lit de ma fille qui est en transversal et notre lit est sur le dessus. Et en fait, quand tu montes pour te déshabiller et puis passer au couchage, tu te dis merde, où est-ce que je mets mon pantalon avec la ceinture, les vêtements, le pull, le blouson. On était à des températures qui étaient quand même vachement basses, donc à 4 degrés. Ça commence à faire vraiment froid. Et là, tu t'es dit, la première sortie, je me suis dit, merde, je vais prendre mes habits et je vais les mettre par terre à côté de ma fille dans l'évier ou pas loin. C'est pas une solution. Et en fait, je me suis dit, mais attends, il y a tout le plafond. Le plafond, on l'utilise pas, on ne pas sa tête au plafond. Et du coup, j'ai fixé, on le verra tout à l'heure, j'ai mis un grand filet qui est complètement ouvert et ça te permet de passer tes vêtements à travers les mailles du filet et en fait de stocker tous tes vêtements pour le lendemain, qu'elles restent sèches, qu'elles puissent sécher aussi une serviette ou un essuie-main. Et en fin de compte, le matin, juste à les prendre et hop, à les enfiler et puis pouvoir sortir tranquille. Pas mal ça. Ça c'est vraiment bien vu. Bon Georges, maintenant je vais passer à une question. Donc, qu'est-ce que cette cellule t'a apporté en termes de liberté ou de style de vie? La cellule, elle nous a apporté énormément de choses parce que avant, comme tu l'as dit tout à l'heure, il fallait réserver, il fallait prévoir, il fallait dire bon voilà, on part quelque part, mais t'es jamais vraiment dans la nature. Si t'es dans un hôtel où t'es pas loin des commodités, forcément t'as pas accès aux mêmes choses que ce que tu voudrais voir. Donc en fait, c'est pouvoir vivre l'endroit de ton point de vue. Donc c'est-à-dire que d'habitude, tu dors dans un hôtel, tu manges dans un hôtel et ensuite tu prends ta voiture, tu te déplaces quelque part, tu sors de ta voiture pour faire quelques vidéos, quelques photos, profiter de l'instant mais pas le vivre réellement. Tu repars au bout d'un quart d'heure. Tu passes
rarement du temps sur un point de vue. Alors que là, l'avantage de cette cellule et du pick-up, c'est d'aller te mettre directement sur ce point de vue et pendant 24, 48 ou 72 heures comme tu en as envie, pouvoir vivre de ton point de vue et voir les choses que tu n'as pas pris le temps de regarder quand tu n'es pas en cellule. Ça, c'est super bien dit. Hein. Ouais. Franchement, c'est super bien dit, effectivement. Effectivement, tu as plus de temps et plus d'opportunités de pouvoir profiter du moment présent avec une cellule. Effectivement, c'est vrai que j'ai jamais vu la chose dans ce sens-là, mais c'est super bien dit et c'est un très bon point de vue. Chercher un peu la tranquillité, chercher d'être parfois un peu seul. On a besoin dans un monde qui est cosmopolite et on passe nos journées dans des bureaux, avec des collègues à discuter, à parler, etc. Et parfois, juste en famille, pas avoir besoin de parler, mais retourner aux sources, faire juste un jeu de société, se mettre là le soir, boire un coup, faire un petit feu de camp et ensuite pouvoir profiter le lendemain, c'est une vision tout à fait différente. Et pendant ce temps-là, on a les écolos qui vont commencer à commenter sur la vidéo en disant on n'a pas le droit de camper, camping sauvage, c'est interdit en France. Ça dépend. Il y a des aires qui sont prévues pour et il y a des lieux de passage qui sont prévus pour. Comme on dit, la nature est à tout le monde. Il faut juste la respecter. Voilà, il faut juste la respecter et être juste sensé. Les gens comme l'État, comme les gens manquent de bon sens. Avec du bon sens, on peut tout faire et surtout avec un grand sourire. Il faut vraiment être sympa et ouvert aux autres et pas déranger. C'est ça, parce que généralement, une bonne partie des pistes qu'on emprunte, elles appartiennent à quelqu'un. C'est ça. Alors, elles sont privées. 80% de la France est privée. Il n'y a que 20% qui appartiennent à l'État. Au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, je ne parle pas des zones conservées, protégées, comme les parcs naturels, etc. Donc voilà. Toutes les autres pistes, en fait, elles appartiennent soit à l'État, soit à quelqu'un. Mais au bout du compte, quand quelqu'un va venir te voir en te disant c'est mon terrain, bah, tu ne vas pas l'agresser. Enfin, tout va bien se passer. C'est-à-dire que tu vas continuer, voilà, tu vas avoir un petit moment d'échange avec cette personne-là en lui disant bah, écoute, je vais camper juste une nuit, je vais m'en aller. Et puis viens, on boit un petit coup ensemble, on mange un petit bout, et puis voilà. Il y a une grosse différence avec cette cellule, c'est que l'avantage en fait c'est que tu as très peu de choses à déployer, mis à part la tonnelle. On reste là. Donc en fait on reste là, si ça dérange et si ça gêne quelqu'un, ce que je peux comprendre et entendre, demain il y a une chasse en cours, demain il y a une course de VTT, t'es pas forcément prévu, voilà. Donc la personne vient te voir, en 5 minutes tu as déplié et replié le campement et tu peux aller sur un autre site et te dire ok là j'ai merdé, il n'y a pas de souci et je m'en vais. Alors que quand tu déploies ta tente et que tu arrives et que il faut mettre la tente, que tu commences à faire les saucisses, sortir le barbecue, faire ci, faire là, etc., tu es plus sur un même mode de camping aussi rapide et aussi... C'est ça. Voilà. Bon, après, on a toujours, ce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà, on a toujours ces personnes-là qui ont un discours de, on abîme la biodiversité, on abîme les routes, on abîme les pistes, etc. Ça, c'est encore un autre sujet. J'ai pas vraiment de réponse à ces personnes-là, mais bon. J'ai envie de te dire, écoute, le terrain, c'est pas le tien. Si j'en parlais avec quelqu'un, ce sera avec les propriétaires du terrain. Et puis basta, quoi, en fait, tout simplement. Bon, bref, là, on passe sur un autre sujet, parce que les écolos, ça va bien 5 minutes. Franchement, des fois, je me dis, faut pas se prendre la tête. Tu fais des voyages à l'extérieur, comme ça, ils ont pas leur mot à dire, et puis basta, quoi. C'est ça. Voilà. On a beaucoup de clients qui partent voyager au Maroc, d'ailleurs. Ouais. Et toi, quel serait ton prochain voyage? Qu'est-ce que tu envisages de faire comme voyage plus tard? Ouais, pourquoi pas le Maroc, l'Espagne, le désert de Bardenas. Y a plein de choses qui sont accessibles terrestrement sans forcément prendre un ferry. Ouais. Après, j'avoue que j'ai un petit penchant pour les pays nordiques. J'aime vraiment ça, donc je pense qu'on se refera... C'est un peu un look de viking, toi, ça. On se refera la Norvège, je pense, et puis différents pays comme ça. Ouais, Norvège, ça a l'air vraiment hyper sympa. Ouais. Et il n'y a pas vraiment de limite, en fait, avec une cellule comme ça. Ça peut aller du week-end, juste du vendredi soir, il te prend l'envie de voyager avec ta famille, tu te dis en 10 minutes elle est posée, en 15 minutes t'es parti, tu kiffes, tu fais ça, puis tu rentres le dimanche soir et puis voilà, ça va vite. Ou alors te dire comme nous, on part 3 semaines, on part sur un périple de 9000 km et puis c'est parti. Ça c'est énorme ça. C'est énorme. Effectivement, nous le concept c'est que c'est vraiment, tu poses la cellule en 10 minutes et tu pars avec en fait. Le vendredi soir t'arrives, tu la poses, tu te bats. Voilà, pour le week-end. C'est ça. C'est exactement ça. Et puis le dimanche, tu reviens, tu l'enlèves en
en 10 minutes aussi. Tout en gardant ton véhicule comme la semaine. Moi, je l'utilise pour transporter principalement des motos. Et en fait, c'est génial d'avoir ça sous un carport à la maison. J'ai cette option de me dire, voilà, le voyage, il est à portée de main, il est juste à côté, j'ai juste à charger, je me barre. Et la semaine, je garde quand même mon véhicule pour aller au boulot, pour aller la vie de tous les jours. Et alors que quelqu'un qui achète un camping-car, c'est génial, c'est sûr, tu as beaucoup plus de confort et beaucoup plus de place, mais tu passes pas partout, tu passes pas inaperçu. Non. Et en fin de compte, tu verras que le camping-car, tu l'utilises beaucoup moins que ta voiture perso. Donc là, je suis d'accord avec toi. Et puis sans parler des assurances, exactement. Contrôle technique en plus, vidange en plus, c'est ça. Toutes ces maintenances en plus pour un véhicule supplémentaire. Alors Georges, pourquoi avoir choisi donc CamperX et la cellule Explorer en particulier pour ton voyage en Islande et pour tes futurs voyages? Alors déjà, j'ai choisi CamperX et la cellule Explorer grâce à Basehouse, parce que c'était français, que c'est pas loin de la maison, j'habite à 1h30 d'ici. Oui. Et ça me permettait de voir le produit déjà avant de l'acheter, et ça me permettait d'être sûr d'avoir un SAV derrière et puis d'avoir des réponses fiables à mes questions. Oui. Et de pas acheter sur une plateforme quelque chose que j'aurais pas vu et que j'aurais pas pu essayer avant. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est la praticité. Le fait d'avoir ma maison à l'arrière de ma voiture tous les jours, c'est quand même quelque chose qu'on voit pas tout le temps. Je me suis beaucoup posé la question avant et j'ai chiffré, comme beaucoup de gens le font, une tente de toit, la tente de toit, la cuisine mobile, mettre le frigo, comment je fais, où est-ce que je la mets, où est-ce que je mets la batterie auxiliaire, où est-ce que je mets mes ustensiles de cuisine, mes affaires, etc. Et je vois énormément de gens qui dépensent des sommes folles en fait en équipement sur leur voiture, dont ils ne se servent très très peu. Et devoir enlever tout ça en une seule fois, c'est très très compliqué. Impossible. Devoir stocker ça une deuxième fois et pareil, avoir un SAV dans chaque boutique. C'est-à-dire que demain, tu achètes ta tente chez X, tu achètes ta tonnelle chez l'autre, tu achètes ta cuisine chez un, chez l'autre. Là, c'était un compromis où j'avais un pack qui était vraiment complet. J'avais juste à agrémenter avec mes propres accessoires pour la mettre à mon goût. Donc en fait, la simplicité de Et même en termes de tarifs, en fait, quand on fait donc une tente de toit plus tout l'équipement solaire. Exactement. Je dépassais largement le prix de la cellule. Enfin, au final. Pour avoir ce que j'ai là actuellement et tout le confort, quand je suis arrivé, le lit de 2 mètres, il a fait. Quand on se dit qu'on passe pas mal de temps là-dedans et qu'on n'est pas tout jeune non plus et que on travaille dur toute la semaine, si c'est pour subir ces nuits, c'est pas la peine. La tente de toit, il faut tout déplier. Il y a l'échelle, il y a plein de choses qui sont encombrantes. Tous les jours, il faut remettre la bâche, il faut la replier, il faut sécher, il faut que le pliage soit bien, etc. Là, en 2 minutes, c'est vraiment... Et puis en cas de mauvais temps, on peut pas se trahir, quoi, en fait. Exactement. Alors que là, vraiment, on peut cuisiner à l'intérieur, c'est ça. Au chaud avec un chauffage. Voilà. On a essuyé des tempêtes de neige, des tempêtes de pluie, de vent, plein de choses. On était à l'intérieur dans notre cocon, on était tranquille, on matait la tablette, puis on se faisait à manger tranquillement, et puis on passait une bonne soirée en famille. Donc, chose qui aurait été beaucoup plus compliquée. Avec exactement. Effectivement. Exactement. Ouais. Et pareil, le fait que la tente de toit, on peut l'installer, donc avec tout l'équipement, les rangements dans la benne, pas de souci, mais sauf que pour enlever tout ça, c'est-à-dire qu'on condamne un véhicule, un pick-up, uniquement pour le camping, quoi, en fait. C'est ça. Parce que pour enlever tout ce matos, il te faut pratiquement 2 jours pour enlever tout ton matos. Et pareil, 2 jours pour te les remettre, alors que là, on parle de 10 minutes, 20 minutes pour installer la cellule, la désinstaller, quoi, en fait. C'est vraiment hyper plug and play et ça évite de devoir modifier son véhicule de tous les jours ou alors de dédier ce véhicule uniquement au caravaning et au camping. C'est ça. Unique, exactement. Ok, super, merci pour ton retour concernant donc la cellule. De rien, avec plaisir. Pour la cellule Explorer. Et dernière question pour terminer, et après on fait le tour de la cellule en détail des modifications et tout ce que tu as apporté sur cette cellule. Donc la dernière question, c'est donc est-ce que tu auras un conseil à nos auditeurs qui hésitent à franchir le pas pour une cellule CamperX, pour un produit CamperX, voilà. Venez voir la qualité des produits, venez voir l'installation, comment ça se passe. Quand on passe ici, il y a toujours un pick-up qui est ici avec Fong en train d'installer la cellule. Venez essayer, venez voir, venez en discuter. Mika est abordable et il est là, il n'est pas toujours à l'autre bout de la planète. Donc il y a Pierre aussi qui est vachement dispo et vachement à l'écoute. N'hésitez pas à venir, regardez, comparez les prix, essayez de faire votre petit calcul de votre côté de combien ça vous coûterait de faire votre installation et combien ça vous coûterait en
tranquillité de venir ici et de prendre une cellule et de l'installer en 10 minutes sur votre véhicule. Je pense que ça pourrait pas être mieux résumé. Donc je te remercie Georges. De rien, c'est avec Merci plaisir. pour ton partage, merci pour ton voyage que tu as effectué, donc tout ce retour le partage que tu as effectué à travers ton voyage en Islande, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le groupe Camper X, que ce soit donc notamment maintenant avec cette vidéo, donc Brasero Podcast. Et maintenant je t'ai dit bon bah on va visiter cette fameuse cellule parce qu'on a hâte, tout le monde a envie de voir les modifications que tu as apportées sur cette cellule C'est parti. et sur ton pick-up. Allez c'est parti, Allez. let's go. Donc on est devant le pick-up de Georges. Alors là franchement, soyez prêts parce qu'il y a eu un tas de modifications. En fait ça n'a plus rien à voir avec la cellule Camper X, c'est devenu une cellule Camper X bodybuildée, comme son pick-up d'ailleurs, Tacoma bodybuildé. Allez, Georges, on commence par où là? On va commencer. Alors moi j'ai envie de commencer par le nez de la cellule, d'accord? Ici, parce que c'est là où il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'affaires. Je vois il y a plein de trucs, il y a des chaises, il y a un nouveau support qui n'appartient pas à la cellule. Là je vois que tu as mis une galerie, donc front runner, et tu as pas mal de choses qui sont installées dessus. Donc allez, parle-nous un peu de tout ce que tu as réussi à fourrer là-dedans, là, Ouais. ici. Là. Alors dans cette partie-là, en fait, la partie du dessous, j'ai mes 3 chaises. Donc il y en a une qui est ici, D'accord? il y en a une deuxième qui est à ma fille qui est en transversale, donc il faut la mettre en première. Ensuite glisser celle-ci. Ah oui, transversale là-bas au fond, C'est ça, là, voilà. ici, là. Entre la cabine, voilà, entre la Ok. cabine et ce truc-là. Donc ça permet d'avoir 3 chaises qui soient rangées, que ce soit fixe, que ça prenne pas. Si ça prend l'eau passe par ici, elle repart de l'autre côté, pas de souci. C'est popé, collé. En gros, ça nous a fait un gain de place pas possible. La galerie, c'était une des raisons pour laquelle je voulais ce Camper X là. On avait regardé ensemble si le coffre passait ou passait Ouais. pas. Ouais. Donc avec la réhausse de 40 mm que j'ai fait dans la benne, ça passe nickel, tu peux ouvrir les portes, etc. Ça coulisse parfait. Et grâce à cette galerie là, Regarde, dessus, voilà c'est ça, on passe de doigts. on passe de... Ah mais c'est fou ça. Et donc grâce à ces 40 mm là, j'ai pu monter la galerie Slimline, j'insiste bien, c'est la Slimline Ouais. et pas les galeries normales, Ouais. c'est la galerie la plus basse possible au niveau du marché. Ouais. Et j'ai pu mettre ma table et derrière, mon tapis pour pouvoir faire de la mécanique et de l'autre côté ma caisse à outils, qu'on verra un petit peu Alors, mieux. attends, t'as attaché ça comment? Donc, avec des systèmes de sangles, ça, je vois que Ouais. t'as mis un petit crochet là, et ouais, t'as mis une sangle, ok, pour tenir la chaise. Après, Ouais. ça bouge. Alors on va faire un peu de pub pour Monsieur Bezos, mais en fait en 2 mois j'ai pas eu le temps de faire toutes les boutiques et d'essayer d'aller à Bricorama ou Castorama trouver la bonne fixation qui m'allait bien. Ouais. Amazon. J'ai ouais. commandé pour vraiment pas cher, j'ai pris plein de fixations comme on voit comme celle-ci qui tient avec 4 rivets pop. J'ai respecté au maximum la cellule de la manière dont elle a été construite. Conçu, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tout tient avec les rivets pop et collé. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je monte quelque chose, Ouais. il faut quand même avoir la colle. Faut pas se dire je perce un trou, je mets un rivet ça. pop. C'est Non. pas des rivets étanches. Ouais. Donc, en gros, si tu prends une grosse pluie, ce genre de choses, faut pas s'étonner d'avoir de la flotte derrière. C'est ça. Donc, tout ce que j'ai fait, je les ai siliconés, jointés et collés. Ok. Et comme ça fait une étanchéité qui est vraiment parfaite. Si jamais un rivet pète, le reste des rivets prend le relais et même la colle. Et la Donc ça, colle, c'est hyper c'est ça. important. Effectivement. Donc la MS noire de la 107 ou de la PU, Ok, qu'on connaît tous quand on fait un peu de bricolage, ça marche du feu de Dieu. Ouais, le Sikaplex PU noir qu'on C'est retrouve ça. un peu dans même à Casto, enfin dans C'est ça. tout ce genre de Voilà. magasin. Ça- Ce genre de fixation, c'est une dizaine d'euros, il y en a 4, 5, 6, 10 dans le sachet. Ouais. Et en vrai, ça m'a permis de fixer énormément de choses, que ce soit un support en plus pour le bidon, pour éviter que tout le poids soit juste sur le bas. Donc à chaque fois, j'ai verrouillé, j'ai sécurisé avec juste une petite attache. Ça mange pas de pain, mais au moins, en cas de gros soucis, voilà, le bidon peut pas bouger, Ouais, c'est bouge impossible. Pas d'un poil Non. quoi. Et là, tu peux charger tes 20 litres, donc 20 kilos, normal, sans que ça porte sur la cellule et que ça finisse par s'arracher. Ah ouais, t'as super, mais t'as tout siliconé comme il faut. et Ah, tout il ça. faut. Faut que ce soit impeccable, faut que ce soit étanche et que ça tienne. Ouais. Donc en T'as gros. même pas besoin de siliconer le bas quoi, mais bon. Non, ça non, quand même- mais comme ça c'est fait. Au moins, il n'y a pas d'infiltration d'eau et il n'y a pas de risque Ok, c'est de corrosion galvanique entre les deux. Quoi. rien qui bouge. Ok, nickel. Ouais. C'est incroyable. Donc là-bas, pareil, le petit bidon qui m'a bien servi pour Ouais, le t'as mis- chauffage. T'as mis le bidon juste ici, Voilà, c'est c'est ça? ça. Donc lui, c'est le diesel. Donc ça, c'est uniquement pour le chauffage. Donc un petit bidon, ça suffit, puisque pour vous dire à peu près, il y a beaucoup de gens qui se posent la question. On a fait l'Islande avec donc du coup tes nouveaux réservoirs, ceux qui Oui. ne fuient plus, ceux qui sont pas plastiques, ceux qui sont acier. C'est ça. Et donc avec les réservoirs acier, on a fait toute l'Islande à 4 degrés en chauffant tous les soirs. On n'a pas eu besoin de le remplir. Donc en gros, j'ai pris Attends, du gasoil pour rien. Mais attends, c'est- l'autonomie que t'as eue avec le réservoir, dis-moi.
C'était quoi? Il me reste encore 1 litre en rentrant et donc il y a 4 litres si je me trompe pas dans les nouveaux réservoirs. Ils sont plus petits que les anciens faisaient 7 litres, 6 ou 7 litres. C'est ça. Et j'ai utilisé donc 3 litres de gasoil pour nous chauffer en Islande par 4 degrés pendant presque tous les soirs. Ah ouais, mais c'est énorme. Au total, combien de nuits à peu près? On a fait 13 nuits, 14 nuits à peu près dans ces conditions. C'est énorme. Alors on ne laissait pas tourner. La température extérieure, Voilà, on ne le laissait pas tourner. Ce qu'on faisait, c'est qu'en fait, on réchauffait la cellule pendant qu'on mangeait. Donc en fait, on la faisait tourner parce que tout le monde sait que ça fait un peu de bruit quand même. Le Webasto, comme ça, il y a les voisins qui sont à côté, ça crache quand même un petit peu. Et on voulait emmerder personne. Donc on faisait chauffer la cellule. J'avais pris en backup un petit radiateur, toujours Amazon, électrique, un tout petit, que je branchais sur la cellule et qui lui faisait juste le roulement. Donc le chauffage au gasoil, il donnait à fond pendant qu'on était en train de manger, il chauffait la cellule à 23-24 degrés, histoire de bien chauffer la cellule. Quand la toile était chaude et que tout était bien, on basculait sur le petit électrique pendant la nuit et ça suffisait largement à 4 degrés pour se réveiller. Il faisait 12, 13, 14 dans la cellule avec le duvet. Ok, d'accord. Tu aurais limite pu tourner au gasoil aussi avec le chauffage gasoil, mais tu l'aurais réglé, je pense qu'il faut le régler à peu près à 15-16 degrés. Voilà. C'est ça. Et tu aurais eu donc plus ou moins la même autonomie. Je pense que tu aurais perdu 2-3 jours au grand maximum sur tes 15 jours pratiquement. Parfait. Là, pareil. Ici, un petit crochet. J'ai le chauffe-eau, si tu veux, qui se suspend. Ah oui. Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis en face de la douche. Et donc du coup, grâce à l'Ironman, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Et donc ça te permet de pouvoir régler quand tu es dans ta douche, pouvoir régler plus ou moins chaud ou plus ou moins de débit sans sortir et en étant à moitié à poil pour essayer d'aller bricoler. Donc en fait, tu as le chauffe-eau qui est ici, tu as la fenêtre qui se ferme si tu as envie de tout fermer. Tu prends ta douche, le tuyau de douche est à l'intérieur. Une fois que tu as fini, tu coupes, tu refermes et hop, tu rentres. Le chauffe-eau, c'est un Camplux, c'est ça? C'est ça, tout à fait, Énorme. Donc tu mets le chauffe-eau juste ici, effectivement, et tu peux régler directement de là, dans la douche, dans la cabine. Et le Camplux rentre dans la cabine qui est juste là. J'ai pas les coffres approfondis. Ça, c'est énorme. Mais donc du coup, il rentre juste dans la mallette qui est juste ici. Donc une fois que la mallette est fixée, tu as fait une mallette spéciale. J'ai fait une mallette spéciale pour le Camplux parce qu'on s'est rendu compte qu'on l'utilisait pas forcément tout le temps et qu'il y a beaucoup de campings qui proposent des douches qui sont chauffées. Et donc du coup, tu le sors ou tu le sors pas. Et il prend malheureusement une place qui est quand même conséquente dans la cellule. Et c'était une place que je voulais pas me... Oui, parce que généralement les clients en fait ils le mettent dans le... C'est ça. Mais là j'ai privilégié de faire le gaz. T'as mis des bouteilles de gaz, la sacoche pour le haut-vent 270 et puis donc tous les raccords haut et sangle au-dessus quoi. L'électricité, tout ce qui est en fait tout ce qui est la vie pratique en fait au niveau du chauffage, ça se passe ici. J'ai percé la cloison qui est derrière pour faire passer mon tuyau de gaz. Et on le reverra tout à l'heure, le tuyau de gaz ressort dans ma cuisine. Comme ça me permet de ne pas avoir un tuyau qui dépasse à droite et à gauche et de pouvoir switcher avec le mano pour soit alimenter directement le chauffe-eau qui est ici, soit alimenter la cuisine. Ça c'est bien ça, énorme. Ok, c'est pas mal, super. Donc sur coffre de gauche, t'as mis quoi? Coffre de gauche, du coup, le chauffage, l'adaptation qu'on a faite avec le réservoir gasoil acier. Et du coup, le chauffage et le compresseur, sachant que le compartiment chauffe très peu, à part à ce niveau-là, et au niveau d'ici de la buse, mais la buse, de toute façon, ça sort à 22, 23, 24 degrés grand maximum. Et ça permet de pouvoir laisser ça à l'intérieur avec les câbles qui font bien la longueur pour aller chercher un peu plus loin. Donc là, j'ai mon système, comme je leur dis, c'était une idée qu'un des clients avait proposé sur le groupe Facebook que je lui ai pompé. Et en fin de compte, une fois fixé, pareil, popé, collé, etc., le truc il bouge pas du tout. Ça me permet d'avoir. C'est tout à fait Greg. Ça me permet de combiner cet espace qui à la base était perdu, puisque dans le coffre ça sent un peu le gasoil. Voilà, et c'est un endroit où on ne mettrait pas forcément ses affaires et puis on n'a pas envie que ça chauffe ou que ça tombe, ou que ça abîme les durites ou que ça fasse bouger le chauffage. Exactement. Donc on a installé ça là et franchement c'est juste une super idée. Super, nickel. Et au-dessus, je vois que tu as mis quelque chose, donc c'est quoi ça? Ça c'est notre bébé, ça c'est le barbecue de chez Weber. Donc du coup c'est un Go Anywhere, c'est un barbecue à gaz, il existe aussi en charbon, mais beaucoup plus pratique, c'est-à-dire que la cartouche de gaz elle est rangée à l'intérieur, il y a une plaque en émail. Et donc en fait ça te permet de faire ta cuisine, ta petite popote hyper rapidement et de te faire ton barbecue ou de la cuisson à l'étouffée. Donc c'est une petite poignée au gaz. Tout au gaz. Une valise, tout au gaz. C'est des petites cartouches, c'est des P. Donc attends, là j'ai une question parce qui est quand même assez importante, c'est que tu es resté 2 semaines en Islande, mais tu es quand même parti combien de temps exactement? Tout le voyage a duré combien de temps?
3 semaines et demie, ouais. 3 semaines et demie. En 3 semaines et demie, tu avais seulement 2 bouteilles de gaz butagaz Ouais, camping c'est ça. gaz. Ouais, Pardon. j'en ai utilisé qu'une seule, une grande. Pour le chauffe-eau, Le chauffe-eau et la cuisine. la cuisine, donc le barbecue, là, c'est ça? Le barbecue, c'est les plus petites cartouches. Les barbecues, Ah, c'est des oui, petites cartouches à visser qu'on trouve d'accord, je vois. quasiment partout. Ok, d'accord. Après, il existe le raccord. En fait, il suffit de l'acheter sur, Oui. sur différentes plateformes. Et en fait, tu peux mettre un raccord où tu viens mettre directement ton anneau de gaz. Voilà. Ok. Le détendeur de bouteille de gaz. C'est ça. C'est ça. On retrouve toujours les anneaux de fixation qui vont super bien et qu'on a mis effectivement, partout. pour pouvoir fixer le. Ouais, ça, c'est vraiment le truc à acheter, ça, une bonne pince pop et puis des pop noirs, ça fait vraiment le taf. Ok. C'est vraiment super bien. Et là maintenant, tu nous as sorti donc une planche qui fait donc. Ça nous sert à quoi? Dis-moi. Une petite poêle à pancake. Ça, Poêle à pour pancake, attention. le matin, quand on n'a pas envie de sortir, les 3/4 de la cellule et commence à ouvrir, il suffit de prendre ce petit shaker, mettre les œufs directement dedans, le lait, la farine, tu mets tout ce que tu as besoin pour faire de la pâte à crêpes et tu secoues mixes. pendant 2 minutes. Une fois que c'est prêt, ce qui a l'avantage, c'est que tu peux le refermer si tu en as trop. Tu l'ouvres, tu fais chauffer ta poêle et là tu distribues 4 pancakes à chaque fois. Tu fais 4 pancakes à la minute, je vais te dire, tu as tout le camping qui est refait. Tu sais que moi, ça me donne envie de faire des omelettes là, tu vois. Pas de Ah ouais, pancakes, ouais, mais tu des peux, omelettes. Tu mets un peu de poivron, 2-3 oignons, un peu d'ail aussi, des gousses d'ail. Puis tu casses tes œufs à l'intérieur là comme ça. Un peu de piment, c'est le côté Un peu de turc qui piment, sort là. obligé. Piment poivron, piment poivre dessus et un peu de sel, une petite touche de sel. Et un petit bleu, j'aurais mis aussi un petit bleu, tu vois. Ah ouais, Plus de bleu. ça peut être pas mal. Bleu À de essayer, Vercors, ou voilà. à tester. Et là, tu vois, après, hop, ça te fait des omelettes. Ouais. Et ça devient blanc Ouais. quand tu sais que la poêle est chaude. Ça devient blanc Ouais, quand la poêle est chaude. Ici, là, juste la petite Ah, barre. mais ça là, Ouais, ça devient blanc quand la poêle est chaude. Donc du coup, t'as Incroyable. t'en t'as servir. trouvé ça où? Amazon? Voilà, Non. comme d'hab. Ok. Comme Ah, mais tu sais quoi, ce soir, je vais aller sur Amazon, je vais me faire une liste là. Ouais, c'est quoi pas mal. Alors, ce qui serait bien, je pense, c'est que tu me donnes un peu tous les liens là. Ouais, Bien. oula, là, il va falloir du temps. hein. Et on va avoir du temps. va falloir du Et comme ça, on les met dans la... Mais ceux qui sont intéressés, ils peuvent te contacter ou me contacter directement Oui, via le réseau. Ceux qui sont intéressés pour cette planche et puis ce shaker et d'ailleurs même ça là tout à l'heure tu m'en as parlé, Amazon aussi. Ouais. Donc aspirateur souffleur, ça il le faut ça. Ah, C'est tout petit. En fait, on se rend compte qu'on pourrit un peu la cellule juste oui, avec les bien pieds en montant dedans, etc. On est en camping. Ouais. Et en fait, rien que le fait d'avoir un petit aspi où on puisse vider et changer son filtre assez rapidement. De l'autre côté, il fait souffleur. C'était largement suffisant pour aspirer juste les miettes et puis quelques trucs qui traînent dans la cellule. Bien sûr. Et ça, et puis un petit souffleur que maintenant tout le monde connaît, je pense, sur les réseaux. Les petits souffleurs de ce type-là, ça permet, quand il y a de la poussière, etc., de pouvoir tout souffler et puis nettoyer un petit peu la cellule un minimum. Mais le principal, Cool ça. vraiment le truc sur lequel j'insiste, c'est le fait de faire de l'emport au minimum. C'est d'avoir des petites choses qui vont pas te servir longtemps. Ça sert à rien de commencer à prendre un Dyson à l'intérieur de la cellule, etc. ouais. Mais quand tu pars une semaine, c'est du confort quand même, parce que tu te dis, voilà, les poussières, les poils de chien, les trucs, etc. Quand on les emmène, c'est bien, mais c'est bien d'avoir de quoi nettoyer aussi. Bien sûr. Et puis pouvoir vivre tranquillou, quoi. Bien sûr. Ok, d'accord. Pas mal pour ces petits gadgets là. Ouais. C'est des petits gadgets qui servent. Ça pareil, petit On a vu support tous les poubelle, avec la poubelle qui va à l'intérieur. Les poubelles, ça sent. Il y a beaucoup de gens, je vois, qui les mettent sur les portes. Mais le problème, c'est que quand tu cuisines et puis que voilà, tu as des déchets de cuisine ou ce genre de trucs que tu peux pas forcément jeter. Et surtout, il faut pas jeter. Surtout, il faut pas polluer la nature. Et ben nous, on a choisi de prendre une petite poubelle, toujours pareil, avec un petit support qui est là-bas dans le fond. Et en fait, la poubelle se met à l'extérieur, elle est protégée de la pluie. Donc, en cas de pluie, il n'y a pas la poubelle qui trempe dans la flotte. Mais au moins, ça permet de pouvoir ouvrir, mettre les affaires là. Donc en fait, quand tu cuisines à l'intérieur, soit tu ouvres ta porte et tu glisses juste la main pour mettre dans la poubelle, soit tu peux laisser ouvrir cette petite fenêtre et tu peux glisser aussi ta main pour aider la poubelle. C'est ça. Nickel, c'est bon. Ce qui a permis à laisser de la place pour la porte pour les chaussures. Voilà, on a mis 3 supports à chaussures, nous on est 3. On a mis les chaussures, comme ça permet de les sécher et puis de ne pas avoir les chaussures qui traînent à l'extérieur si tu attrapes une pluie et de te dire merde, le lendemain j'ai les chaussures qui sont trempées. Donc du coup on met les chaussures là le soir. À l'intérieur. Et puis quand tu es bien rodé. Et puis si tes chaussures elles sont trempées, ça permet de les sécher à l'intérieur. Exactement, exactement. Ok, c'est cool, pas mal.
Donc là, on voit le filet, aussi Ouais. à l'intérieur, le fameux filet dont je parlais. On voit le filet du plafond, effectivement. Ouais. Donc c'est là où tu mettais tous tes vêtements Ouais, dessus, quoi, en fait. C'est ça. Une fois qu'on est dans le lit, on se déshabille, on les glisse à travers les mailles du filet, puis en fait, il y a tout se tient sur le haut. Là-bas dessus, quoi. C'est Donc, énorme. Tu peux mettre un max de vêtements là-bas dessus. Hein. ouais. Max de vêtements. Ouais. On voit dans le Donc fond. je vois le support. C'est ouais. quoi ça? Ça, c'est le support pour la télé. La télé. Donc, on a pris une grosse tablette 15 pouces. On a monté un système RAM qu'on appelle avec une boule, en fait, et 2 anneaux. Oui, Et donc, en fait, j'ai été chercher les traverses qu'il y avait sur le toit, d'après les indications de Pierre. exactement. Donc il suffit de suivre les rivets. Hein. Là où il y a des rivets, c'est qu'il y a des ça. traverses, donc c'est qu'il y a du dur. Donc j'ai mis une barre, je l'ai riveté, je l'ai collé et j'ai mis un système RAM monté dessus. Et donc en fait, ça nous permet d'avoir une tablette 15 pouces quand il pleut, quand les enfants en ont marre, etc. Ça arrive de vouloir boire son verre de vin tranquille avec madame dehors et que les enfants sont un peu plus fatigués et passent à l'intérieur. Et bah à ce moment-là, on déplie la tablette 15 pouces, elle se met dans le lit, elle est comme à la maison, elle regarde ses dessins animés, elle fait son truc. Énorme. Et en fait, ça permet de replier, de refermer la cellule sans prendre de place encore une fois ou sans poser une tablette sur le matelas, le ventre. Sans aucun inconvénient. C'est ça. C'est ça en fait. C'est ça. Ça gêne rien du tout. C'est des toutes petites choses, pareil, un égouttoir sur le côté de l'évier que j'ai fait plier en inox. Comme ça permet de me faire mes 2 rangements pour les gamelles qui passent dans l'évier et à côté sur l'égouttoir. Et ça évite que, avec le voyage, que tout parte. tremble. Ouais. Parce que là, on a vraiment éprouvé la cellule en off-road. On a passé des passages qui étaient très très techniques. On a grimpé des murs en sortant de rivière qui faisaient presque 1,50 m. La cellule a été secouée dans tous les sens. On n'a pas eu d'affaires et pas de casse. Et pas eu d'affaires qui sont tombées. Des murs d'1,50 m, c'est quand même énorme. Hein. Ouais, c'est 1,50 m, ça m'arrive là. Hein. Ouais, c'était très très gros. On a eu très peur. mais c'est passé. Ouais, fallait le Avec faire. la cellule, c'est incroyable. Ah ouais. Incroyable. Et donc là, je vois que tu as un truc qui s'appelle Picnic Blanket Shine Trip. Voilà. C'est quoi ça du coup? Ça, c'est le tapis de sol. Alors, quand on a besoin vraiment, après, parfois, on se pose dans des petites forêts ou dans des campings où il y a beaucoup d'épineux. C'est assez chiant, t'en ramasses plein les pieds, t'en mets plein la cellule. Oui, d'accord. Donc, en fait, ça coûte vraiment rien du tout sur Amazon ou AliExpress. Ouais. Et en fait, ça permet d'avoir un tapis qui, là, en plus, est plus joli, il est noir avec des motifs topographiques, etc. De poser le tapis et de pouvoir se poser dessus et marcher sur un sol qui est non humide, isolé et sans épines ou sans bois ou ce genre de trucs. Ok, super. Et là, la petite caisse à gauche, c'est quoi ça? Alors la petite caisse à gauche, c'est la ration de survie, c'est-à-dire qu'en cas de mauvais temps, etc., il n'y a que des produits lyophilisés dedans. Ah ouais. Et donc ça permet d'avoir des compotes. On a acheté ça chez Decathlon, hein, mais on a des compotes, du hachis parmentier, des trucs. En cas de panne, comme on était vraiment dans le no man's land, en cas de panne, de casse, le temps que je répare et le temps, etc., ça permettait de faire 2, 3, 4, 5 bouffes sans sortir de la cellule en se disant, bon, juste avec un peu d'eau chaude, on arrive à faire un repas correct. Énorme. Donc toujours une petite cantine. On a vraiment pensé à tout quoi. Ouais. Il fallait que ce soit vraiment optimisé pour ça. Ah ouais, super. Donc je vois que tu as le réservoir d'eau Bazahouse. Ouais. On vend à Bazahouse. Ouais, super bien, nickel super pour bien. se laver les mains sans allumer Tu la le poses juste ici là et puis tu te laves les mains. Exactement. Ça va super bien. Ouais. Nickel. Allez, on fait le tour de la cellule à droite maintenant. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah bah déjà là ce qu'on voit, c'est qu'on voit tous les pays que tu as fait, alors France, Suisse, Allemagne, Belgique, Hollande, Danemark, Norvège, Islande, Italie et les îles Féroé. Ouais, ça va, Ouais, ça commence à faire. ça commence à faire. Alors moi je pense que d'ici 1 an ou 2, tu auras toute cette partie là jusqu'ici, ensuite tu auras tout ça là comme ça. Le but, c'est de remplir la cellule. Et là, et voilà, tu en auras même là au-dessus. C'est ça. Ici je pense que tu vas... Alors qu'est-ce que tu pourrais écrire ici? Ah, ici, je ne vais pas écrire, mais je vais encore bricoler encore Ouais, je d'autres pense que choses. tu vas bricoler Je autre vais chose. encore améliorer un petit peu la cuisine, c'est en cours de Les préparation. voyages, tu continueras sur la structure ici, Ouais, comme ça, tout le exactement. long. Là. Hein, jusqu'à faire tout le tour. Ouais. Énorme. Donc la petite astuce, Allez, c'était ça les pieds. change. Les Ouais. fameux pieds, tout le monde, putain, je sur le les groupe, les pieds. Sur le groupe, il y en a plein qui t'ont recopié là. Ah bah il faut, c'est le but. Le but Ouais. c'est de mettre et de partager. C'est Le ça, en but fait. c'est voilà. Ça, c'est super bien pensé, je Voilà. trouve. C'est énorme. En fait, on a juste, j'ai percé avec un emporte-pièce, donc Ouais. du coup j'ai fait des trous beaucoup plus gros et des trous plus petits qui Ouais. sont à l'arrière, Ouais, ce qui permet de laisser passer en fait la vis ouais. et de pouvoir les stocker de cette façon-là. Donc là ici, voilà. Donc en fait ça passe à travers Putain, c'est incroyable. et au moins ça prend pas de place et ça on les a toujours avec nous. Donc c'est tout con mais Tu vas regarder un peu à quoi ça ressemble. Tu vois ce qu'il a fait. Donc il y a ce diamètre là qui rentre dans le... T'as élargi le premier trou, donc la première surface du profilé, tu l'as élargi par rapport à C'est ce ça. diamètre là. Et ensuite tu as la deuxième surface du profilé qui est derrière, qui est un peu plus fin et qui est un peu plus petit par rapport au diamètre de la vis, donc j'ai pas de vis.
D'accord, ok. Et donc du coup, ça permet de garder les pieds, de les prendre avec soi parce que généralement, ils passent pas dans la benne, ils passent pas derrière. Non. Et du coup, c'est de l'emport encore une fois qui est un petit peu perdu. Donc c'est un peu dommage. Et donc du coup, grâce à ces petits trucs-là, honnêtement, on peut les emporter absolument partout. Donc après, excusez-moi, c'est un petit peu le bazar dedans, mais oui. À l'intérieur, là, du coup, hop. Tant qu'il n'y a rien qui tombe, voilà, c'est ça. C'est que c'est pas le bazar. Ici, on a fait passer le tuyau de gaz. Et après, ça vient directement sur mon camping gaz. Donc après, c'est le set Frontrunner pour les couverts, les aciers, etc. Et en fait, grâce à ce tuyau-là, ça me permet de pouvoir le descendre. Et même parfois, quand on est tombé sur des campings avec des tables de camping qui étaient dispo, rapprocher la table de camping, se mettre sous la tonnelle et juste le poser en bout de table. Donc en fait, on mangeait sans sortir la table et sans sortir les chaises. Donc ça, c'était cool. Nickel. Ouais. Ça, c'est vraiment bien et ça t'évite de transporter ta bouteille de gaz à côté ou de laisser la boîte ouverte et de devoir passer ton tuyau en extérieur, etc. Donc toi, tu l'as fait passer directement par l'intérieur. Donc j'ai percé la cloison et puis j'ai été me chercher directement en passant par l'endroit de la pompe à eau. Super. Et là, du coup, c'est la table en haut, là? Ouais. Ici, c'est la table et là, c'est pieds. C'est bien joué. C'est vraiment incroyable. Allez, regarde, c'est pas fini parce que là, je vois qu'il y a ici, juste là, donc tes cales. Ouais. Donc même si toujours avec tes fameuses attaches là. Les petits anneaux qui sauvent tout. Surtout, il faut prendre ceux avec 4 rivets pop et les rivets tête larges. Prenez pas les plus fins, sinon ça tiendra pas forcément. Mais là, ça me permet d'avoir mes 2 cales et de pouvoir les enlever assez facilement quand on est en train de manœuvrer et puis de les glisser en dessous et de les ranger aussi parce que quand c'est vendu, là, c'est des tulles. Quand c'est vendu dans une boîte comme ça, qui est haute comme ça. Et donc on se dit, mais là, où est-ce que je mets ça? C'est pas possible. Donc là, ça passe pile. En dessous, on ne le verra pas, mais pour être sûr de ne pas talonner entre les deux, j'ai pris des tampons pareils en caoutchouc qui sont faits pour les criques et les ponts de voiture, que je suis venu coller à la MS sur la façade en fait de la cellule. Donc c'est-à-dire que quand je rentre la cellule, ma femme est derrière, elle me dit tiens ça touche, c'est bon tu t'arrêtes. Et donc je suis sur caoutchouc. Donc en fait le caoutchouc touche ça et la cellule est posée directement sur le caoutchouc. Donc il n'y a aucun risque de frottement ou que la cellule elle finisse par abîmer la benne ou abîmer le véhicule. Énorme. En fin de compte. Et là, regarde, en fait, je viens de penser à un truc, mais c'est que quand tu enlèves la cellule, tu as tous tes équipements qui viennent avec la cellule, quoi, en fait. Tout reste dessus. Tout reste dessus. Et le jour où tu veux repartir, c'est déjà tout prêt, c'est tout en place. Voilà. Tu viens, tu la remets, boum, et tu repars. C'est exactement ça. C'est énorme. Tout est sur la cellule. Ouais. Même ta pelle est sur la cellule. Ouais, la pelle sur la cellule, tout est dessus. Il n'y a rien qui s'enlève. Ah là là. Là, on est prêt à partir à chaque instant. Non, c'est super bien fait. Franchement, vraiment, Georges, là, c'est chapeau, parce que je tire vraiment mon chapeau parce que tu as vraiment fait une installation et une amélioration sur la cellule qui est juste énorme. C'est exemplaire, il faut en prendre exemple. D'ailleurs, même nous, camperistes, je pense qu'on va prendre exemple de certaines petites améliorations. Ouais, carrément. Ouais. Notamment le rangement des pieds que j'adore. C'est à chaque fois, on ne sait jamais où le mettre et non, là, c'est cool. À l'intérieur, pareil, sur les bras qui s'ouvrent, j'ai percé, j'ai mis des inserts. Et comme ça, les vis qu'on utilise pour les mettre, plutôt que de les paumer, de les mettre à droite, à gauche et qu'elles se baladent, tu les mets directement sur le bras. Donc je les visse en dessous quand je les utilise pas, je les dévisse et je les remets. C'est que des toutes petites choses, mais on ne peut pas se rendre compte des choses tant qu'on les utilise pas. Il faut apprivoiser la cellule et il faut nous aussi qu'on s'habitue à un mode de vie qui est complètement différent. Au début, il ne faut pas avoir peur quand on a la cellule. C'est le bordel. Nous, ça a été le bordel pendant 3 semaines. On ne savait pas où mettre les affaires, on marchait sur les habits, on ne trouvait pas notre place, etc. Et une fois qu'on a fait ces 2 sorties-là, on a dit ok, la bouffe, elle doit aller là, les fringues, elles étaient mieux là. Là, on a mis le petit ventilo, là, on a mis ça, là, on a mis ça, là, on a mis ça. Et en fait, on a trouvé sa place et maintenant, c'est devenu une vraie habitude. Et donc, du coup, c'est plus devenu une contrainte. Ça devient vraiment un plaisir de dire on part, on prend la cellule et c'est comme chez nous. C'est pareil qu'à la maison. Un plaisir, un confort, et donc on est d'accord que vous voyagez à 3. Ta fille, elle a quel âge exactement? Là, elle a 7 ans. 7 ans, donc avec un enfant de 7 ans, vous voyagez avec un confort optimal et tout est bien rangé à sa place et vous manquez de rien. Et le chien aussi. Et le chien, ouais. Incroyable. Ouais. Incroyable. Ça, c'est un bon retour, ça. Ouais. Ça nous prouve qu'effectivement, on peut partir en famille à 3, donc assez facilement avec le chien. Et, largement. Et avoir tout le confort nécessaire. Le lit que j'ai fait pour elle passe encore jusqu'à, je pense, ses 10 ans. Ouais. Après 10 ans, on verra sur une autre option si à ce moment-là, on passe soit sur autre chose, soit de plus grand. Je pense que même plus, hein, parce que Greg, il voyage avec sa fille aussi, c'est des ados un peu plus... Enfin, je crois qu'elle avait 14 ans, 15 ans, par là. Donc ça fait quand même une taille beaucoup plus grande que je pense. C'est encore elle est sur la banquette aussi, donc à voir comment, mais
Ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est faisable. Ah ouais. Quoi. Après, Donc, les ados, ça, généralement, on peut, vu la place que j'ai gagnée en Ouais. faisant tout ça, tu peux très bien prendre une tente à côté. Les enfants font leur petite Oui, à camping, l'extérieur. et voilà, Ouais. ils font leur Ouais. truc. Ouais. Arrivé à un certain âge, ouais, carrément. Ouais. Ouais. Mais là, c'est vraiment une solution, c'est parfait. On dort à deux en ayant toute la place dans le lit, donc ce qui est vraiment royal. Ouais. Le chien, il se met en dessous de ma fille et ma Bien fille se sûr. met en transversale. Donc en fait, on est. D'ailleurs, ça fait un plancher chauffant pour ta fille, quoi. Ouais, un petit peu. Le Ouais. chien, ça chauffe quand même. Ouais, un petit peu. Quand il monte pas dans le lit pour lui faire des câlins. Ok, bah c'est cool. Je pense qu'on a fait le tour du véhicule et de la cellule, quoi, en fait. Hein. Donc tout. Je sais pas s'il y a d'autres choses à ajouter. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais là, Non, je il pense qu'on a y aura fait le tour. à ajouter. Il y a toujours des choses à ajouter sur Oui, les cellules, bah. toujours des améliorations. Petit à petit, c'est sûr que t'en Mais, feras. Parce que je sais qu'il y a une chose que tu n'as pas fait et que d'autres clients ont fait sur le groupe, j'ai vu. Donc ils ont fait des rangements sur les assises et puis ils ont fait une petite plateforme au niveau du bas là où tu as mis tes chaque Ouais. trip et tout ça. Une petite surélévation avec du rangement intérieur. Ouais. Ça, tu ne l'as pas fait. Je pense que tu n'en as pas forcément besoin. Non, et puis en fait, ça mangeait la place, si tu veux, par rapport à justement au chien et Ah oui. au rangement que je pouvais mettre dedans. Parfois, on va faire du VTT, parfois, je peux aller faire de la moto et mettre la moto sur le rack à l'arrière. Ouais, je vois. Donc parfois, j'ai besoin de mettre les blousons, les casques, etc. Il faut garder un petit peu de place, enfin pour moi, pour mon utilisation, mon petit bordel, que je puisse mettre les sacs et en avoir accès assez rapidement. Quand tu vas quelque part et que tu t'arrêtes, tu te dis viens vite, on va dans un spa, on va à la piscine, on va faire des courses. Il faut que les courses, tu puisses les déposer dedans parce que malgré Assez tout, le pick-up, rapidement, ouais. voilà, c'est Ouais. un coffre. Donc Ouais. en fait, je m'en sers vraiment de coffre pour le stockage. Donc du coup, j'en ai pas besoin pour l'instant. Peut-être maintenant que dans le futur, je ferai Ça encore d'autres pourrait, choses. mais pour Ça le moment. pourrait, ouais. Ça Ok, pourrait. d'accord, ok. Georges, je tiens à te remercier donc, pour tout ton partage. Eh ben, c'est moi. Ouais. Et maintenant, je vais te dire à bientôt donc, dans un futur Base Camp. On va organiser à Courchevel. Je pense que tu seras présent et qu'on pourra se revoir là. J'espère. Voilà. Ouais. Et prochainement, on va organiser donc notre raid en Turquie. Que là aussi, on aimerait bien te revoir. Bah à ce écoute, moment-là. regardez si les dates correspondent et si ça correspond, pourquoi pas, carrément. Un grand Le raid en plaisir. Turquie, le raid en Turquie qu'on va organiser, ça franchement, ça va être énorme. Ça va être un beau parcours qu'on va organiser. Et là, il y en a pas mal de clients qui veulent participer. Et honnêtement, j'aimerais te voir parmi nous. Parce que j'aimerais que nos clients puissent voir en réalité, en vrai, toute ton amélioration que tu as effectuée sur ce véhicule et sur cette cellule. Donc ça sera un beau partage. Eh ben, avec grand plaisir. Georges, merci pour tout, merci pour ton déplacement. C'est Et moi. j'espère que tu as apprécié donc, cet accueil avec le concept Bras Zéro podcast. Voilà. Les piments, tout ce qui va avec. Le piment, franchement, respect. Je pensais pas qu'elle allait pouvoir avaler autant de piment. Merci pour Nickel. tout, Georges. Ouais, c'était avec plaisir. Allez, et puis merci. j'espère à bientôt. À bientôt. On se Ciao. revoit bientôt dans Base Camp. Allez, salut, ciao, ciao.